Bonsoir à tous. Je crois que merci d'être là. Je crois que puisque vous nous entendez assez bien, le micro fonctionne, tout va bien. C'est à mon tour de remercier Denis Russichert. Je pense qu'il a fait un très beau panel. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est vraiment lui qui a fait le casting. Et vous verrez, c'est des gens qui vont nous parler de réalités différentes, parfois contradictoires. Et je pense qu'ils seront tous intéressants et très pointus, chacun dans leur domaine. Je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet. Je vous les présenterai les uns après les autres à fur et à mesure qu'ils prendront la parole. Et j'aimerais peut-être commencer par la fin de la présentation, c'est-à-dire les femmes paysannes. Et c'est vrai que moi, je l'ai découvert grâce à la présentation que j'ai pu voir quelques jours avant vous, mais j'ai découvert qu'au fond, en Suisse, les femmes paysannes n'avaient pas de statut. Et qu'au fond, nous, dans notre pays, on a toujours l'impression qu'on est les premiers de classe, qu'on est bon élève, qu'on a résolu tous les problèmes. Et tout à coup, on se rend compte qu'au fond, chez nous aussi, il n'y a pas beaucoup de femmes paysannes et qu'elles ne sont pas reconnues. Et au fond, peut-être que Madame Patricia Bidot, donc vous êtes présidente de l'Union des paysannes et femmes rurales genevoises, députée PDC au Grand Conseil genevois. Vous, par contre, vous connaissez cette réalité. Hein, ça vous a pas étonné, évidemment. Non, pas du tout, puisque on est une association qui compte maintenant 300, un petit peu plus de 300 femmes. Quand j'ai pris la présidence il y a 12 ans maintenant, il y a 8 ans, on était plus de 500. Et c'est bien la problématique, c'est le vieillissement de ces femmes, et il n'y a pas de renouvellement. Et dans les exploitations, finalement, les femmes qui ont peut-être une reconnaissance ne travaillent pas dans l'exploitation. Celles qui sont associées à leur mari ne le sont pas toujours. Justement, elles travaillent à côté de leur mari et finalement, elles n'ont accès à aucune assurance sociale. Et d'ailleurs, au travers de ce qui a été développé là et l'action nationale qu'on a eue avec l'Union suisse des paysannes, il y a plusieurs membres qui m'ont téléphoné, qui m'ont dit « Mais en fait, ça fait plus de 30 ans que je travaille à côté de mon mari et ça fait plus de 30 ans que je travaille à côté de mon mari. Point. Donc, pas d'assurance sociale. Pas au niveau de l'AVS, il n'y a rien. Donc, je veux dire, on a une réalité, même en Suisse, une confrontation où on a un système un peu ancestral lié à l'agriculture et, quelque part, des choses qui maintenant ne doivent plus avoir lieu. Et il faut faire une demande, non, pour devenir co-exploitante. Alors, il y a une demande à faire parce que moi, je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Hein. Moi, je suis infirmière de formation. J'ai travaillé dans le milieu infirmier jusqu'en 2012, en étant toujours un peu sur tous les niveaux. On a eu 4 enfants. C'est vrai que pour que je puisse être reconnue comme exploitante, si un jour il arrive quelque chose à mon mari, parce que finalement ma position en tant que paysanne et le droit à pouvoir exploiter mes terres, il est lié à mon statut. Donc j'ai dû faire des demandes et en fait, je dois avoir avec mon mari, je ne suis pas autonome dans ma demande. Je dois avoir accès à plusieurs papiers et lui doit aussi signer un papier comme quoi, oui, ça fait plus de tant d'années que non seulement nous sommes mariés, mais qu'elle travaille à côté de moi. Donc on a vraiment un système où on est vite confronté à le rôle de la femme. Il est où? Il est comment? Et comment est-ce qu'on avance, même ici en Suisse? Dernier Limon, vous venez du milieu agricole, vous y avez grandi. Aujourd'hui, vous travaillez pour Nestlé. Pour faire très simple, donc vous négociez les matières premières agricoles en Suisse pour Nestlé. Vous avez aussi eu des missions à l'étranger, notamment en Inde. Et vous avez aussi un rôle stratégique sur le cadre législatif pour conseiller Nestlé pour le cadre législatif en Suisse. Vous partagez ce diagnostic, évidemment, sur les paysannes suisses. Je pense que c'est une opportunité, effectivement, qu'on a maintenant avec PA, la politique agricole 22+, de prendre en compte cet aspect qui est un aspect, effectivement, de mon point de vue, important au niveau des conditions cadres, vu qu'une partie importante du travail est l'administration, comme dans une entreprise. Les entreprises agricoles sont des entreprises. L'administration, c'est une partie du travail qui est importante et qui est essentiellement faite par les femmes en Suisse. Et donc, ça fait, de mon point de vue, vraiment sens que cet aspect-là soit intégré dans les conditions cadres et mieux pris en compte dans la politique agricole suisse. Aïssé Barry, vous travaillez pour SwissAid. Denis, on vous a présenté tout à l'heure. Vous êtes basé en Guinée. C'est la première fois que vous venez en Suisse. Vous m'avez dit, vous êtes spécialiste aussi des questions genre. Ça vous fait rire ou ça vous fait plutôt désespérer, j'imagine, de voir que même dans un pays occidental comme la Suisse, ces questions-là ne sont pas encore résolues?
Ouais, en fait, c'est une surprise pour moi de voir qu'ici en Suisse, que les femmes vivent certaines situations qui sont similaires à des femmes au sud, et particulièrement en Guinée-Bissau. Donc, ce même cas qui se pose ici pour les femmes qui ne sont pas propriétaires d'exploitation familiale, qui n'ont pas de garantie de sécurité sociale, c'est ce même cas qui se pose aussi en Guinée-Bissau. Les exploitations familiales sont gérées par les hommes, contrôlées par les hommes, mais ce sont les femmes qui exploitent les terres, ce sont les femmes qui font la production. Et une fois que le mari n'est plus là, donc elles restent vulnérables. Elles n'ont plus rien, elles sont obligées de retourner au domicile des parents et elles sont dépourvues de tout ce qu'ils avaient. On va peut-être élargir un peu le débat un peu plus aux femmes avec vous, de manière générale, M. Rodrigue Vinet. Donc vous travaillez pour la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et souvent, les femmes sont au centre, évidemment, comme on l'a compris lors de la présentation tout à l'heure, sont au centre de la question de la nutrition, aussi bien comme main-d'œuvre que comme maman encore, dans beaucoup de pays, seules responsables de nourrir leurs enfants. Est-ce qu'elles sont assez considérées comme moteurs de changement? Vous me parliez d'un exemple au Tchad, par exemple. Oui, oui, je vais même parler de mes propres parents, qui sont français, pays voisins. Lorsque mon père est parti à la retraite, ma mère avait travaillé toute sa vie sur la ferme et n'avait donc aucune retraite. Ils ont été obligés de faire une espèce de petite manip, c'est-à-dire qu'ils sont restés 5 ans de plus sur la ferme. Sur les 5 dernières années, c'est ma mère qui a été agricultrice, c'est-à-dire elle était agricultrice toute sa vie, mais elle était déclarée agricultrice pendant 5 ans pour avoir une petite retraite parce qu'elle avait été déclarée pendant 5 ans comme agricultrice. Donc, ce que vous disiez, madame, moi je l'ai vécu dans ma famille et c'est quelque chose qui est pas seulement ici en Suisse. En ce qui concerne, oui, moi j'ai eu un exemple assez parlant au Tchad où j'ai travaillé dans une région le Kanem. C'était une situation assez particulière puisqu'en fait il y avait pratiquement pas d'hommes. Tous les hommes en fait travaillaient en Libye et dans le Kanem vous aviez ces dunes où il y avait des villages et dans ces villages on avait un taux de malnutrition aiguë des enfants à plus de 30%. Et donc il y avait UNICEF qui était là, qui travaillait, qui faisait du très bon travail. D'ailleurs ils avaient ces centres de nutrition pour les enfants. Ils les recevaient, ils les remettaient sur pied avec des nutriments très très forts. Ils retournaient dans leur famille et ils avaient un taux de retour de 40%. Donc, au bout de 3 mois, la plupart des enfants étaient déjà revenus dans le même état nutritionnel. En fait, nous, quand on y est allé pour la FAO, ce qu'on a vu, c'est que entre les dunes, où effectivement il n'y a que du sable, mais il y a des wadis. Ce qu'on appelle les wadis, ce sont des décrétions où il y a une terre fertile et de l'eau. L'eau est à 2 mètres sous le sol. Et ces wadis étaient couverts par des dattiers. Mais les femmes n'avaient pas accès à cette terre. Alors, il y avait des dattiers et du friche. Donc, ce qu'on a fait, en fait, pour résumer le projet très, très rapidement, c'est qu'on a réussi à convaincre le sultan, un homme, le gouverneur, un homme, le chef du village, un homme, le chef de la mosquée, un homme, et celui qui était propriétaire terrien, qui était lié avec la famille du sultan, pour dire, est-ce que vous permettez que la FAO, avec les femmes, défriche, le friche, et qu'on puisse permettre à ces femmes, gratuitement, d'avoir accès à cette terre pendant 10 ans. Donc on a signé 2 pages, enfin ça a pris 8 mois pour convaincre tous ces hommes quand même, et les femmes étaient très intéressées, et pour faire l'histoire plus courte, au bout d'1 an et demi, lorsque les femmes ont finalement eu accès, donc elles ont eu le droit légal de cultiver, d'avoir accès à des terres fertiles et à de l'eau, le droit social de travailler et le droit également d'avoir accès à l'éducation, parce qu'on leur a donné une formation technique, après 18 mois, le taux de malnutrition des enfants était passé de 31 à 13%. Voilà, je m'arrête ici pour l'instant. Vous, Johanna Burke, donc vous travaillez effectivement aussi à l'IHEID, vous êtes chercheuse, vous avez des spécialités très importantes comme spécialiste du droit humanitaire et des droits humains. Et au fond, sur la question des femmes, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté ultra culpabilisant quelque part? Est-ce qu'on ne leur fait pas toujours porter le chapeau de cette question de la nutrition? Oui, effectivement, je pense qu'il y a une tendance dans beaucoup de nos politiques et puis de nos discours d'oublier ce côté féministe et puis d'adopter un côté soit protectrice, de voir les femmes comme victimes, ou soit de les voir comme des personnes qui vont sauver le monde, soit par des pratiques agricoles qui sont
en phase avec le climat et puis qu'elles sont peut-être à travers leur fonction reproductive plus soucieuses de la conservation de la terre. Je ne veux pas nier que peut-être c'est le cas, mais je pense qu'on doit être très très prudent d'éviter ces stéréotypes et puis aussi d'investiguer un peu plus ces structures qui sont discriminatoires et puis que nous, on regarde à travers notre recherche au Cambodge et puis au Ghana. Et puis on voit le même cas de figure là-bas, dans ces deux pays, où on a des politiques qui sont en fait axées sur les grandes productions agriculture. Et puis on a aussi une politique néolibérale où on cherche à privatiser beaucoup de services, à en fait réduire les prestations sociales et puis à faire porter en fait la responsabilité à titre privé au lieu de voir comment on pourrait mieux adopter des politiques sociales et puis responsabiliser les acteurs à travers les obligations pour les États, mais aussi les entreprises qui sont obligés, selon les instruments qu'on nous a cités en introduction, à garantir le droit à l'alimentation, mais aussi les droits annexes comme le droit d'accéder aux ressources, le droit au travail et le droit social. D'ailleurs, vous, sur le terrain, Madame Barry, vous me disiez, moi, ma mission principale, c'est d'amener les hommes à accepter le partage des tâches, et ça veut dire, en Guinée, ça veut dire les pousser à travailler dans les champs, à accepter le partage des tâches agricoles, au fond. En effet, oui, parce que dans le système agricole là-bas, ce sont les femmes qui sont plus actives dans la production agricole. Pratiquement 80% de la main-d'œuvre agricole, elle est composée de femmes. Et justement, depuis ces 2 jours que je suis là, la question c'est mais qu'est-ce que font les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Et évidemment, ils sont à la maison à attendre que l'argent arrive, oui. Et ils sont aussi plus dans des cultures de rente, donc qui sont plus destinées à l'exportation. Et toute la culture, tout ce qui est produit, qui va revenir à la nourriture de la famille, c'est les femmes qui le font. C'est des tâches très physiques et souvent très voilà, et généralement ça demande aussi un travail physique très lourd et que les femmes souvent n'ont pas. Donc la main-d'œuvre aussi, elle est en train de vieillir et les jeunes sont de plus en plus en immigration, en exode dans les grandes villes. Et c'est les personnes âgées qui restent sur ces exploitations agricoles à travailler. Elles travaillent de façon avec des matériaux agricoles rudimentaires. Donc il n'y a pas de mécanisation là-bas, tout se fait à la main. Elles ont des grandes surfaces pour travailler, mais les moyens qu'elles utilisent ne permettent pas de les exploiter, de les valoriser entièrement. Et ça aussi, ça impacte beaucoup sur les quantités produites à pouvoir couvrir les besoins nécessaires alimentaires des familles. Le rôle des enfants, c'est quoi? C'est plutôt d'aller aider maman de temps en temps ou c'est plutôt de... Oui, pour aider les mamans de temps en temps et en même temps aussi les enfants vont à l'école parce que les parents ont réalisé que ce qu'ils ont vécu, eux, ils n'ont pas fait l'école, ils n'aimeraient pas que les enfants vivent la même situation. Et de ce fait qu'ils amènent les enfants à l'école et ils ont du mal aussi à allier les deux. Parce que le travail de champ, ça demande une présence beaucoup plus régulière que d'autres travaux. Et du coup, avec les études à l'école, ils n'arrivent pas à allier les deux. Et souvent, dans le village, même dans la communauté, il n'y a pas d'infrastructure scolaire. Les parents sont obligés d'amener l'enfant dans une ville où il y a l'école. Et du coup, ils se retrouvent seuls à la maison, sans main-d'œuvre agricole, et ils sont obligés de faire tout le travail eux-mêmes. Du côté de Nestlé, est-ce que vous avez aussi une approche un peu homme-femme? Est-ce que vous avez une stratégie peut-être pour des exploitations qui sont plus tenues par des femmes? Ou est-ce que vous faites un effort sur ces questions-là? Ou est-ce que c'est une préoccupation du moins ou pas du tout? Je peux parler de mon expérience que j'ai quand j'étais en Inde. J'ai travaillé dans le lait, donc je n'ai pas personnellement d'expérience ni dans le café ni dans le cacao.
Mais au niveau du lait, en Inde, on a à peu près 100 000 fournisseurs de lait, qui la plupart sont des tout petits fournisseurs, qui apportent 5-10 litres de lait par jour, donc avec des petites exploitations. Et là, probablement comme dans beaucoup de projets, on essaie de travailler, pour nous c'était une question d'augmenter la qualité et la rentabilité des exploitations, pour qu'en fin de compte, effectivement, on ait du lait pendant toute l'année et un lait de qualité pour nos usines. Et là, on travaillait effectivement en partie, spécialement les petites exploitations, aussi en Inde, on travaillait beaucoup avec des femmes. Dans les chiffres qu'on a entendus tout à l'heure, en plus, ils sont faciles à retenir, c'est peut-être ça qui est dramatique. 2 millions de personnes qui sont en surpoids, 25% de la population, 2 milliards de personnes qui ne mangent pas toujours à leur faim, aussi 25% de la population. Et au fond, effectivement, on a vu les causes, mais on a envie de se dire c'est la faute à qui? L'économie, c'est la politique ou simplement la famille, les parents? Est-ce que c'est un problème d'éducation? Alors, puisqu'on a la chance d'avoir une politicienne qui vient du parti de la famille, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est la faute des parents? Non. Non, je crois que les parents, je sais pas qui a de l'expérience, mais on fait comme on peut quand on est parent. Hein. On ne vise pas à être parfait, parce que je vous rassure tout de suite, c'est impossible. Donc pour moi, c'est pas de la faute des parents. C'est notre système en général, c'est des choix politiques, certes. Et aujourd'hui, on est dans un mouvement où les choix politiques changent. Mais il y a aussi toute l'industrialisation où on a fait croire qu'on gagnait du temps, qu'on serait en meilleure santé en consommant des produits tout préparés. Et dans ces produits-là, ça nous a été dit par M. Longet, le sucre, le sel, la graisse, rien de tel pour créer une bombe à retardement au niveau de la santé publique. Et c'est vrai qu'on a des choix politiques parfois où on se dit, mais elle est où la cohérence du système ? Quand on dit on aimerait que ce soit produit de telle manière, et finalement quand on regarde les conséquences, on n'arrive pas, et finalement cette motivation politique, et j'en reviens à la PA22+, dont on a juste un petit peu parlé, cette politique agricole qui nous pend au bout du nez pour 2022, avec certains choix politiques, et notamment, on a parlé des femmes. Et pourquoi est-ce qu'on a parlé des femmes avec la politique 22+? Parce qu'au niveau des paiements directs, et ça, tout le monde sait ce que c'est, hein, ce ne sont pas une subvention, c'est un échange de prestations, ça je tiens à le redire et le dire encore. Le paysan, il fait pas rien pour recevoir ces paiements directs. Donc, on va demander maintenant aux exploitations de prouver que si les épouses travaillent, elles sont bien affiliées à l'AVS, au chômage, à la sécurité sociale. Moi, j'ai honte, sincèrement, j'ai honte que ce système paternaliste continue. Je pense que c'est le seul moyen, mais j'ai vraiment honte qu'on soit obligé de dire aux hommes, on va le mettre dans la politique, vous ne recevrez plus vos paiements directs si madame n'est pas affiliée, ou bien si votre compagne n'est pas affiliée. C'est le meilleur moyen qu'on a trouvé, mais franchement, c'est une honte. Si on revient un peu sur la cause, on sait que ça, obésité, malnutrition, ça cohabite parfois dans le même pays, hein, en fonction de la ville, la campagne, etc. C'est quoi? C'est responsabilité individuelle, responsabilité globale? Qu'est-ce que vous en dites? Je crois que les responsabilités sont un petit peu éparpillées, oui. Bon, d'abord, c'est vrai que l'obésité, le surpoids augmente plus rapidement dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires que dans les pays à revenus riches. Donc, c'est pas un problème de pays à revenus riches. Mais il y a beaucoup de cas de figure différents. Vous avez des pays comme, par exemple, ce qu'on appelle les pays qui sont des îles, hein, qui produisent très peu. Pour eux, toute l'alimentation quasiment est importée. Et ce qui est le plus facile à importer, c'est forcément des produits transformés, et donc des produits qui sont avec des additifs de sucre, de sel et d'autres choses. Ensuite, il y a des phénomènes dans les pays qu'on voit, c'est que lorsque dans les pays émergents, vous avez maintenant donc de moins en moins, bon c'est déjà vrai ici aussi, mais dans ces pays-là, de moins en moins de temps qui sont passés à cuisiner, donc de plus en plus la facilité avec les plats préparés.
Et encore une fois, c'est une alimentation qui n'est pas nutritive, parce qu'elle vous donne des calories, mais elle ne vous donne pas les micronutriments que vous avez besoin. Donc tout ça, je veux dire, quand vous posiez avant, est-ce que c'est la responsabilité des parents? Les parents, ils font ce qu'ils peuvent. Comme vous dites, on a une petite responsabilité nous aussi, parce qu'on devrait essayer d'acheter des produits sains et de le cuisiner nous-mêmes. Bon, ça prend du temps. Acheter des produits sains, locaux, bio, c'est plus cher. Si vous êtes un couple avec des revenus limités, ce sera plus facile pour vous d'acheter du pain blanc, pas très nutritif, plutôt qu'un pain complet qui va vous coûter beaucoup plus cher. Un pain complet, ça peut coûter jusqu'à 6 francs suisses le kilo, alors qu'une baguette de pain blanc, ça va vous coûter 1 franc 20 du kilo. Donc là, il y a des difficultés aussi, il y a des contradictions qu'il va falloir, pour changer le système, qu'il va falloir mettre sur la table. C'est-à-dire comment on fait pour assurer aux agriculteurs qui pourraient demain produire de plus en plus de produits sains, ils vont devoir les vendre un petit peu plus cher. Comment feront la frange de la population qui n'a pas les moyens pour les acheter? Il faudra assurer aux agriculteurs un revenu aussi. On ne peut pas toujours leur demander de baisser leur prix. Donc c'est quelque chose de très très complexe en fait. Il y a beaucoup d'ingrédients, si je puis dire, qu'il va falloir prendre en considération. Sur la malnutrition, vous avez le rapport entre les mains, la malnutrition par contre, le rapport pointe très clairement une crise économique, c'est ça la conclusion. Alors sur la malnutrition, la crise économique, oui, effectivement, c'est vrai que... Alors la crise économique, oui, c'est vrai, mais il y a aussi le fait qu'on est dans des systèmes économiques qui génèrent des inégalités. Donc moi je pointerait plus le doigt sur les inégalités. À partir du moment où vous avez une frange de la population qui doit dépenser beaucoup plus leur budget pour satisfaire leurs besoins alimentaires, cette frange de la population va forcément s'orienter vers des ingrédients, des aliments qui vont, comme je disais, coûter moins cher. Et ce n'est pas les meilleurs. Donc c'est la crise économique, mais c'est surtout un système économique qui crée des inégalités. Sur le terrain, je ne sais pas si c'est Mme Barry ou Mme Marc qui veut répondre, est-ce qu'on arrive un peu à responsabiliser les parents? Est-ce qu'on arrive à changer quelque chose? Ou c'est de toute façon la solution est globale et je ne sais pas, est-ce qu'on commence par vous peut-être, Mme Barry? Oui, je pense que en fait, c'est une responsabilité partagée. Nous, on prend une approche droits humains. Et puis là, c'est carrément axé sur la participation dans les systèmes d'alimentation. Alors ça veut dire qu'il faut démocratiser ces systèmes nutritionnels et puis donner des informations aussi aux personnes. Et puis là, ça c'est une grande lacune, puisque souvent, on n'a pas assez d'informations pour savoir quels est donc les aliments qu'on consomme. J'ai vu qu'ici en Suisse, par exemple, les boissons sucrées ont un teneur en sucre 10 fois plus élevé, je crois, que dans l'Union européenne, puisque eux, ils ont réglementé. Mais en Suisse, on n'a pas fait ça. On peut se poser des questions pourquoi, on n'entre pas en matière au Parlement. Mais là, il y a aussi un rôle, je pense, des autorités publiques, des parlements, pour vraiment pousser à avoir plus d'informations, mais aussi de créer des conditions pour que les gens puissent participer dans cette prise de décision, dans la politique alimentaire aussi. Et puis là, on voit très clairement des situations où, dans notre travail, si la société civile a une place pour vraiment manifester un désir de s'alimenter sainement et puis aussi de produire des aliments de façon équitable, ils arrivent à changer des choses. Mais il faut créer ces conditions. Et puis, pour le moment, je trouve qu'on a un système où on prend en fait une production industrielle et puis il y a un manque d'information. Est-ce que on vous attendait sur ce sujet? Allez-y. Je pense qu'il y a la partie malnutrition, pas assez de nourriture, la responsabilité des parents. Je ne veux pas trop rentrer sur ce sujet. Respectivement, là, je pense probablement qu'elle est très petite. Sujet que je ne connais pas très bien, mais probablement qu'on ne peut pas mettre une grande responsabilité. Ils font ce qu'ils peuvent.
Par contre, dans nos pays, moi je suis tout le temps assez abasourdi de voir des jeunes avec des boissons, je ne vais pas nommer la marque parce que ça ne nous appartient pas, mais avec beaucoup d'énergie dedans. Voir des jeunes de 10-12 ans qui se promènent avec ces boissons énergisantes, je ne sais pas si les parents ne savent pas ce qu'il y a dedans, mais c'est marqué dessus, et relativement clairement. C'est le plus grand utilisateur de sucre en Suisse et de loin. Et là, les enfants, les parents, enfin, on a une responsabilité sur qu'est-ce qu'on donne à nos enfants sur la pause, qu'est-ce qu'on donne à nos enfants, qu'est-ce qu'on leur donne à la table. Enfin, pour le surpoids, et je suis peut-être le moins bien placé autour de la table, vu qu'il semble que j'ai... mais on a, en tant que parents, très clairement une responsabilité sur la partie surpoids dans les pays dits développés ou industrialisés. On a clairement une responsabilité. Est-ce que, avant de passer la parole, est-ce que, malgré tout, la faute de l'économie ou pas alors? Est-ce qu'il y a quand même une responsabilité aussi bien dans l'obésité que dans la malnutrition? Est-ce que l'économie ne devrait pas peut-être mettre un peu moins de sel, un peu moins de sucre, peut-être demander moins de rendement? Je ne sais pas, dans certains pays. Et c'est sûr que l'économie est une partie de la solution. Ça, je ne vais pas du tout le nier. Ici aussi, en Suisse, on a des sucres, sel, où on a fait d'ailleurs, je pense, quand même relativement beaucoup. Après, ce n'est pas si facile que ça. Nous, quand on a baissé de manière où on pensait faire une bonne action, on a baissé de 20% de sucre dans nos céréales d'un coup, et on l'a bien marqué en grand sur les paquets, parce qu'on s'est dit ça va faire du marketing, ça va faire de la vente. Ben, c'est exactement le contraire qui s'est passé. On a perdu 10% face à Kellogg's, qui eux n'avaient pas bougé du tout, qui avaient déjà plus de sucre avant que nous. C'est pas facile. Si on baisse dans des soupes type Maggi, si on baisse trop de sucre d'un coup, et puis que les gens ils rajoutent à la maison, parce que leur goût les quantités de sel achetées en Suisse baissent seulement si on fait ça de manière, et c'est quelque chose qu'on arrive à faire de mon point de vue assez bien en Suisse, avec des campagnes coordonnées avec l'Office de la santé et l'industrie, où on se met tous autour de la table et on définit des buts, et pour l'instant on les a tout le temps surpassés. Madame Bidot? Oui, je vais peut-être juste répondre, ne pas oublier que le sucre est addictif, donc c'est pas étonnant que lorsqu'on crée un besoin, le besoin en sucre va être toujours prégnant. Ça, c'est une réalité physiologique de notre système, de notre fonctionnement et de notre physiologie corporelle. Ce que je voulais peut-être dire par rapport à la responsabilité, et peut-être, je prends peut-être une casquette un peu différente de celle qu'on vous a présentée, je vais prendre ma casquette de politique, et rappeler qu'à Genève, on a la chance d'avoir eu des choix politiques il y a plus de 10 ans, il y a peut-être 12 ans, avec la création d'une marque de garantie qui s'appelle Genève Région Terre Avenir. Et ça, c'est un vrai plus, parce que en début de chaîne, le paysan, en tout cas par rapport au lait, il a une plus-value sur le lait, et ça concerne les 4 derniers paysans producteurs de lait genevois. Donc ça ne concerne pas la zone franche, ça ne concerne pas le canton de Vaud, ça concerne vraiment que les 4 derniers producteurs genevois. Et ils ont une plus-value sur le lait. Quand il est vendu en 3 litres, ils ont ils sont payés 1 franc de litre. Et ça a été une volonté politique. Ça a été une volonté politique de dire maintenant, dans notre canton, qu'est-ce qu'on peut faire pour non seulement que les gens aient accès à des aliments sains, mais que le paysan il puisse continuer à en vivre. Il y a ça. Il y a, par exemple, on vient de créer une nouvelle association en collaboration avec l'État de Genève et les agriculteurs. Et autour de la table, il y a aussi des représentants de la santé, des nutritionnistes, des consommateurs, des fermes urbaines. Et cette association s'appelle Mater. Mater, c'est la maison de l'alimentation territoriale. Et ça se veut être une volonté aussi politique, mais aussi de l'engagement de la société, de dire comment est-ce qu'on va approcher l'alimentation. On a parlé tout à l'heure, et on a vu dans le film aussi le manque d'informations, et quelles informations je vais pouvoir communiquer, comment je vais les communiquer, quels projets on va pouvoir mettre en place. Tout est ouvert, ça a été créé au mois d'août, mais je pense qu'au travers de cette mobilisation, avec une vraie complémentarité publique et privée, un engagement de la société, on arrive à apporter des solutions, et on arrive peut-être à apporter des points de vue différents.
Mais je suis très bavarde. Alors Non, mais c'est bien, puisqu'on parlait comment dire, de réalités différentes. Oui, Je vous ai parlé justement, des causes de la malnutrition. Je voulais juste rebondir un peu sur les responsabilités pour dire que les situations se manifestent différemment d'un contexte à un autre, d'un continent à un autre. Et ce qui est plus en Afrique, les Africains sont plus victimes aussi de ces fragilités politiques qui font que l'Afrique est envahie de beaucoup de produits qui viennent d'Europe et souvent qui ne sont pas contrôlés, qui n'ont pas de traçabilité. Et ces produits-là arrivent dans les marchés africains, ils coûtent beaucoup moins cher que des produits qu'on peut trouver sur place. Et du coup, les familles achètent en fonction de leur pouvoir d'achat. Et donc, ils vont acheter que ce qui correspond à ce qu'ils ont en poche. Et ça impacte beaucoup sur la nutrition, la malnutrition des familles et particulièrement des enfants. Des initiatives sont en train d'être mises en place, comme le retour, par exemple, au consommé local, le retour à la cuisine traditionnelle, où on est en train de développer pas mal d'actions avec certains collègues d'ici du Nord qui sont très engagés dans le plaidoyer ici au Nord et dans la sensibilisation et la promotion au niveau du Sud. Et si je reviens à votre question, les principales causes de cette malnutrition ou de cette sous-alimentation, chez nous, elle se manifeste beaucoup plus par le manque de moyens de production chez les agriculteurs, chez les paysans qui n'ont pas assez de facteurs de production pour pouvoir produire suffisamment et se nourrir comme il le faut. Et l'autre cause, je peux dire que c'est le manque aussi de mécanisation, où on voit que toute la production agricole elle est faite à la main. Il n'y a pas de machine qui est utilisée. Et c'est des outils qui ont été hérités des premières générations, qui continuent toujours à être utilisés dans les champs. Et elles produisent aussi sur des petites surfaces, donc des surfaces qui ne permettent pas d'avoir assez de rendement pour pouvoir nourrir la famille toute l'année ou pour pouvoir nourrir la famille suffisamment de produits variés. Et tous ces facteurs regroupés, cumulés, ont un effet aussi sur la production, sur l'alimentation et sur la qualité même de l'alimentation. Et à cela s'ajoutent aussi les semences, parce que pour que les paysans puissent avoir aussi les produits qu'il faut, ils doivent avoir accès aux semences. Si les gens n'ont pas accès aux semences et aux semences de qualité aussi, il y aura un problème nutritionnel parce qu'ils n'ont pas des quantités d'aliments suffisantes. Ils n'auront pas aussi les produits qu'il faut pour diversifier la nourriture. Et ça aura un impact sur la santé, sur aussi tous les autres aspects liés à la vie, liés à l'alimentation des familles, particulièrement des enfants. Si j'ai bien lu, j'ai pas lu tout le rapport, je dois l'avouer, mais les bouts que j'ai lus, donc après 10 années, on a réussi à faire reculer un peu la famine dans le monde. Si j'ai bien compris, on est reparti un peu à la hausse. Aujourd'hui, il y a 11% de la population mondiale qui en souffre. Est-ce que M. Longet parlait d'optimisme, et faut-il désespérer pour l'instant de résoudre la question de la faim dans le monde? Ce qui est assez paradoxal, c'est que le jour où tous nos grands leaders dans le monde, en 2015, ont donc décidé d'approuver les objectifs de développement durable, y compris le numéro 2, donc fin zéro. Depuis ce jour-là, malheureusement, le nombre de personnes dans le monde qui souffrent de la faim n'a pas continué à baisser, mais la courbe s'est inversée. Donc, on voit bien qu'il ne suffit pas d'avoir comme ça des grandes décisions, il faut vraiment mettre tous les acteurs concernés en marche, en ordre de marche. Donc c'est effectivement, vous parlez des responsabilités, je crois que c'est clair, il y a des responsabilités au niveau des gouvernements, au niveau des États, au niveau des politiques, qui doivent effectivement faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'aliments sains et variés à la disposition des populations. Il y a les responsabilités du secteur privé,
qui doivent eux aussi s'assurer que ce qui est mis à la disposition de la population est si possible moins riche en sucre, moins riche en sel, plus sain. Il y a les agriculteurs qui eux aussi ont des responsabilités, qui font ce qu'ils peuvent, mais ils ont aussi des responsabilités. Et puis il y a les consommateurs. Alors il y a des consommateurs qui ont plus de choix et des consommateurs qui ont moins de choix. Moi, là où vous me demandez si on doit être optimiste, pourquoi moi je suis un petit peu optimiste, c'est parce que grâce à des chiffres comme ça, de l'analyse, et le fait que de plus en plus on en parle, de plus en plus les problèmes sont mis sur la table, moi je suis un petit peu optimiste parce que je crois quand même qu'une grande partie des consommateurs qui ont le choix vont vers un choix de plus en plus quand même d'aliments sains. Et donc le consommateur, c'est quand même lui qui en partie crée le marché. Évidemment, il y a les industriels qui proposent des produits, mais aujourd'hui, on a quand même, je crois, de la partie des consommateurs, de plus en plus une conscience qui se met en place, et on a de plus en plus des fournisseurs d'aliments alternatifs, c'est-à-dire non traditionnels comme Nestlé et autres, qui arrivent sur le marché, et ça se développe de plus en plus. Donc je pense que c'est là où il y a un petit peu d'optimisme, là dans les zones où les consommateurs qui ont le pouvoir d'achat et qui ont la possibilité de faire des choix, leur choix va orienter de plus en plus le marché. Vous avez dit une phrase tout à l'heure, la solution passe par l'économie. Est-ce que vous voulez développer un peu? Je ne suis pas sûr que j'ai dit qu'elle passe par l'économie, mais l'économie est pour sûr une partie de la solution, comme les autres acteurs de la société que vous avez nommés. L'économie est une partie de la solution. Au niveau de l'économie, il a été dit plusieurs fois que l'économie de marché a ses dérives, peut-être certaines, n'empêche qu'il y a quand même une part. À partir du moment où on a eu des marchés consolidés, il y a quand même une grande partie de la faim dans le monde qui a pu être réduite. Le fait qu'on a pu commencer à conserver des aliments, le fait qu'on a pu amener les aliments qui étaient mûrs à un moment donné, de pouvoir les garder ou de les amener un petit peu plus loin que son village, ça a été des effets très très importants dus à l'industrialisation. Donc, je suis de loin pas un qui pense que l'industrialisation a eu que des effets négatifs. Je pense qu'elle a eu des énormes effets positifs. Maintenant, effectivement, l'industrie ou l'industrie alimentaire en particulier, elle fait partie de la solution. Je pense qu'au niveau technologique, une partie de la solution est probablement de revenir aussi à des aliments plus simples, mais il y a aussi une partie technologique qui fait partie de la balance. Et là, je pense que c'est l'industrie alimentaire qui peut apporter des solutions, que ce soit comment est-ce qu'on continue à avoir des aliments qui ont un goût pour le moins similaire. Parce que nous, Nestlé, on propose toute une panoplie de produits, n'empêche qu'il y a une certaine partie des produits qui sont achetés. Certains autres, on aimerait bien qu'ils soient achetés plus, n'empêche que ça reste de la niche parce que les gens ne les achètent pas. Donc, de reformuler une certaine partie des produits qui sont dans le collectif plutôt avec beaucoup de sucre ou avec beaucoup de graisse, je pense que ça peut avoir un impact au niveau santé publique très très important quand on peut reformuler certains produits mais ça se fait à petits pas et ça c'est je pense un apport que l'industrie peut amener. Vous parliez de l'Inde tout à l'heure où vous avez travaillé, quand sur le terrain on signe effectivement des contrats avec les exploitants agricoles, est-ce qu'on arrive à agir dans le bon sens sur ces questions? Là-bas, de mon expérience, c'est clairement si on peut apporter un bénéfice économique, ça aura une implication importante. Donc, si on peut travailler pour que les exploitations soient plus rentables et qu'elles puissent être plus efficaces, que ce soit certaines effectivement avec la taille. En Inde, il y a beaucoup de gens sur un territoire réduit, donc augmenter la taille, c'est pas forcément, c'est rarement une des solutions. Donc c'est en général augmenter la productivité. Et ça, en fin de compte, ça a des conséquences qui sont bien au-delà du fait de pouvoir livrer au lieu de 10 litres, 15 litres de lait, mais ça aura une conséquence sur la famille dans son ensemble si l'activité économique
quelle que soit la taille, peut être faite de manière rentable, ou plus rentable. Et là, nous, on peut avoir un apport, je pense, important. Le fait d'avoir un débouché sur le lait, par exemple, 100 000 familles qui pouvaient, qui recevaient où on leur achetait le lait et on le payait une fois toutes les semaines, et ça apporte du cash régulier dans une famille, ça fait une différence. On pouvait, par exemple, parler de semences. En tant que Nestlé, on a pu parler avec 2-3 gens et dire c'est les producteurs qui nous livrent à nous, vous n'avez pas intérêt de pour leur livrer la qualité qui a été dite. Au niveau des intrants, au niveau de l'agriculture, de nouveau la même chose. En Inde, on a dit ces 100 000 producteurs pour recevoir un compte bancaire, je vais vous dire que les banques n'étaient pas trop intéressées. On a pu dire, écoutez, si vous voulez continuer à travailler avec nous, il faudra que vous ouvriez 2-3 comptes. Enfin, un peu plus que 2-3. Et ça peut avoir un impact après vraiment significatif. Le jour où on a un compte bancaire, c'est une toute autre manière qu'on peut gérer l'économie de la famille que quand on n'en a pas. Madame Bach, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? J'aimerais bien dire oui, puisque je suis de nature optimiste, mais je pense que effectivement, avec ce mouvement de souveraineté alimentaire qui se développe de plus en plus, avec une prise de conscience à travers les mouvements féministes aussi pour le climat, on a une vue de l'ensemble et puis je pense qu'on a créé un momentum pour trouver des solutions. Je dirais que peut-être c'est aussi prise de conscience de ces inégalités structurelles, tant en Suisse qu'à l'extérieur. Et puis là, ça c'est aussi quelque chose de très important à mon avis. Et puis si j'ose dire un mot sur les négociations qui sont en train de se faire ici à Genève en ce moment pour l'adoption d'un traité contraignant sur les entreprises et les droits humains. Je trouve que ça c'est aussi un pas dans la bonne direction pour avoir plus de redevabilité du secteur privé aussi en ce qui concerne les droits humains. Alors oui, je pense qu'on a des bonnes solutions, il faut maintenant les mettre en œuvre. Madame Barry, Monsieur Russitschard tout à l'heure a laissé sous-entendre que vous aviez des bonnes nouvelles, vous lui avez apporté des bonnes nouvelles, si je ne me trompe pas. Rendez-nous un peu optimistes peut-être. Je ne sais pas quelles sont les solutions. Est-ce que vous pensez que l'avenir, on va arriver à quelque chose, on va arriver à changer un peu les choses? Oui, on reste toujours optimiste. C'est avec l'espoir qu'on survit. Et je dirais que peut-être que des solutions sont là, où il y a des tentatives de solutions. Et on pense que ça pourrait aider. Et aujourd'hui, si on est dans la reconversion à une agriculture agroécologique qui prend en compte la dimension environnementale, les dimensions sociales, économiques, pour pouvoir avoir des productions saines et durables. Je pense que ça peut constituer une piste de solution pour les paysans, paysannes et pour les familles aussi. Parce que si on revient sur notre thème, le concept central qui est la nutrition, je pense qu'en partie l'agroécologie peut être une solution parce qu'avec l'agroécologie, les paysans, paysannes arrivent à produire sur une même surface plusieurs cultures avec des produits divers qui sont récoltés, qui peuvent être produits à la même période et récoltés à la même période ou à des périodes différentes. Donc, c'est des stratégies qui permettent d'avoir accès à l'alimentation, à une alimentation variée et qui pourraient en partie régler le problème. L'autre dimension de l'agroécologie, qui est la dimension économique, qui permet aux producteurs d'avoir des quantités de production suffisantes qui vont permettre de se nourrir et de vendre au marché pour pouvoir avoir accès à des revenus et assurer d'autres dépenses personnelles ou des dépenses de la famille. Et je pense que
On est déjà sur ces pistes et il y a des résultats, des résultats satisfaisants qui sont déjà obtenus au niveau de certains projets qu'on développe au sud. Et c'est un processus et on pense que ça pourrait être la solution. On va commencer avec la Suisse. J'aimerais bien finir avec la Suisse puisque c'est étonnamment aussi un débat, la question de la sécurité alimentaire. Alors en Suisse, on l'appelle plutôt souveraineté alimentaire, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'initiatives au niveau fédéral et au fond, on a aussi cette préoccupation de la sécurité alimentaire. D'ailleurs, on a voté pour ça. On a refusé la souveraineté alimentaire, Genève a largement accepté, mais ce qui concerne ce qui a été rajouté dans l'article dans la Constitution, c'est la notion de sécurité alimentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la différence entre la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire, ça veut dire qu'un État doit fournir à sa population de quoi se nourrir, quelle que soit l'origine de ce qu'on va faire entrer ou de ce qu'on va produire. Donc, on a l'impression qu'on a fait un grand pas en avant en votant cet article, mais cet article-là ne permet pas de produire, d'assurer que les paysans pourront continuer à produire. Ça permet d'assurer à la population que l'État va tout faire pour toujours lui donner à manger. Mais ça n'assure absolument pas ni la qualité, ni la provenance. Donc effectivement, on a parlé de ça. La souveraineté alimentaire, en Suisse, on est à 50%. À Genève, on est, si je veux être optimiste, à 20% d'autosuffisance, mais ça dépend aussi. Période de tomates, j'espère que vous mangez tous des tomates 3 fois par jour, parce que on est encore en plein dedans. Donc il y a des choses sur lesquelles on est largement autosuffisant. Le lait, avec 4 producteurs, vous imaginez bien qu'on ne peut pas être autosuffisant. Simplement, même quand on a plus que 4 producteurs, par exemple, les grandes structures ne se fournissent pas forcément auprès de nos producteurs parce qu'il y a 0,1 centime de différence sur le marché et ils se fourniront auprès de EMI. Enfin, voilà. Donc, il y a toute une question sur qu'est-ce qu'on produit, comment on produit. Et aujourd'hui, je vais peut-être juste répondre à la notion de solution. On se demande quelle est la solution. Et pour moi, il y a quelque chose où on a oublié, et je pense que Madame Barry ne contredira pas, c'est le savoir-faire paysan, mais aussi le savoir-être paysan. Parce qu'on dit toujours, mais l'agriculture, c'est long, ça change, mais lentement. Mais vous faites des recherches en agriculture, vous semez, vous attendez à ce que ça pousse, vous espérez que vous n'aurez pas trop de grêle, en tout cas chez nous, et maintenant pas trop de sécheresse, et il faut 1 année pour récolter. Ça va pas plus vite que ça. Donc évidemment, le changement, il est lent, il est voué à la lenteur. Et peut-être que dans notre société aujourd'hui, de se réapproprier la lenteur, moi je trouve que c'est un discours pas très politiquement correct, certes, mais c'est un discours qui mérite d'être mené. Et quand je réfléchissais à cette question, je me suis dit, mais en fait, on doit protéger nos paysans. Aujourd'hui, nos paysans, en tout cas suisses et genevois, on est malmenés. Il suffit que je sorte, on travaille en bio et en eau bio. Je peux peut-être vous donner un exemple si j'ai un peu de temps. On sort avec des produits de traitement biologiques et il y a des gens qui se jettent devant le tracteur. Roulez-moi sur le corps, mais cessez de traiter. On ne peut plus travailler. Donc, la protection du paysan, c'est aussi la communication. Et aujourd'hui, ce que je reproche aux médias, et je le dis régulièrement, c'est le fait qu'on a une information mondialisée. Est-ce que vous savez comment travaille un agriculteur suisse? Est-ce que vous savez comment travaille l'agriculteur qui est votre voisin? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il doit fournir comme prestation écologique? Est-ce que vous savez combien de biodiversité il est censé mettre sur son exploitation en termes de pourcentage? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez à quoi sont soumises les législations sur le bétail? Donc moi, ce que je vous encourage, et ma solution, et c'est peut-être là où je cherche un peu d'optimisme, c'est dans vos yeux, c'est dans votre cœur, c'est dans votre relation avec les paysans qui sont ici. Aujourd'hui, on a un petit peu plus que 300 paysans à Genève. Mais si ça continue, ça va diminuer. Parce que mes jeunes, qui sont aujourd'hui sur l'exploitation, avec qui on travaille, puisqu'on travaille en famille, ils ne veulent pas produire comme au siècle passé. Ils ne veulent pas retrouver les outils ancestraux
parce que sous prétexte que c'est plus bucolique. Ils ne veulent pas ça. Donc si on veut que l'agriculture suisse, et même je pense que c'est transposable partout, continue à être dynamique, eh bien moi je suis pour qu'on refasse des contrats sociaux entre les consommateurs et les agriculteurs. Mais pour cela, s'il vous plaît, informez-vous, regardez, prenez le temps avant de condamner. Lisez les journaux, si je puis poursuivre juste pour conclure, je vous ai prévenu, j'ai un peu triché, mais je me dis, voilà, vous avez la chance d'avoir écouté tous ces spécialistes dans la salle. Voilà, j'habite en Suisse, je vous ai écouté, j'ai compris beaucoup de choses, mais au fond, voilà, en 20 secondes chacun, qu'est-ce que je peux faire, moi? Comment je peux agir? Est-ce qu'il y a une petite solution? Est-ce qu'on commence un rapide tour de table, si vous êtes d'accord avec nous? Alors, pour moi, c'est assez facile. Allez voter. Et puis, regardez les politiques qui sont proposées par les différents partis. Et puis, voter en faveur des partis qui proposent des solutions qui sont à la fois équitables et puis aussi écologiques. Pour nous, à la FAO, c'est très simple. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est l'égalité des sexes dans l'agriculture. Si on libère les femmes, c'est 150 millions de personnes aujourd'hui qui souffrent de la faim et qui ne souffriront plus de la faim demain. On réduit de 150 millions. Ok, pour nous, c'est également l'égalité et l'équilibre au niveau des tâches agricoles entre hommes et femmes, que les hommes participent dans les tâches agricoles, dans les activités des femmes, et le retour aussi au savoir-faire local et savoir-être local, et également ramener la consommation des produits locaux, les mets traditionnels que les grands-parents, les arrière-grands-parents faisaient, et ramener aujourd'hui. Donc travailler sur cette sensibilisation et faire la promotion. Moi, je pense qu'au niveau privé, ce qui est la question, je pense qu'en Suisse, un tiers des aliments ils passent à la poubelle. Donc, je réfléchis déjà à la maison ce que je fais avec ces aliments, lesquels j'achète et combien j'en achète, pour avoir un gaspillage le plus petit possible, vu qu'en Suisse, c'est là où il se fait dans sa plus grande majorité. Et après, effectivement, de choisir quel type d'aliments je veux pouvoir acheter. En Suisse, on a la chance de pouvoir choisir, autant au niveau du porte-monnaie qu'au niveau de l'offre qu'on a. Et ça, c'est quelque chose que je peux faire à la maison. Et je pense que ça a une influence. Acheter des tomates, vous voulez rajouter quelque chose? Je crois que vous avez été très clair, mais vous avez le droit au bout de 3 secondes ici. Mais j'ai le droit à mes 3 secondes. Je dirais que pour moi, ce qui est important, c'est qu'on se réapproprie la consommation locale de saison. Parce que le local, qu'est-ce que ça veut dire si c'est une production qui est de local, mais on ne sait pas d'où, et qui n'est pas de saison? Regardez les saisons, manger des choux l'hiver avec des carottes, c'est un peu plus compliqué, mais je pense que c'est non seulement l'alimentation locale, mais c'est de retrouver les produits de saison. Et ce savoir-être et ce savoir-faire, je pense qu'au niveau des paysans et des paysannes suisses, il y a 1000 recettes pour valoriser tout ça. J'ai encore plein de trucs à dire. Alors j'espère que vous avez plein de questions, comme ça ils pourront vous répondre et vous dire plein de choses. Avant de vous passer la parole, il y a Léa Winter, donc, qui est coprésidente de la FIAN Suisse. On a la chance, il y a un rapport sur l'alimentation et le genre qui sort aujourd'hui même. Donc on lui a demandé de nous dire quelques mots. Merci beaucoup. Je remercie Suisse de m'avoir invité à cet événement et d'avoir un petit temps de parole. Je remercie aussi beaucoup le modérateur qui a rendu cette discussion vraiment intéressante. Le format était bien choisi. Donc voilà, je travaille pour FIAN Suisse pour le droit à l'alimentation. Donc nous, on combat la faim avec les droits humains, une perspective droits de l'homme. Je co-préside la section suisse, c'est une organisation internationale qui soutient du coup les luttes paysannes à travers le monde. On partage le constat qui a été fait ce soir. La vraie cause de la faim, c'est la discrimination et l'inégalité. Et le système dans lequel on est aujourd'hui fait accroître ces inégalités de plus en plus. Donc FIAN est aussi partie d'un réseau mondial pour le droit à l'alimentation et à la nutrition qui sort chaque année un observatoire
du droit à l'alimentation et à la nutrition, qui est là, que vous trouverez dehors aussi, qui est publié en 4 langues, et qui s'intitule cette année « Le pouvoir des femmes dans les luttes pour la souveraineté alimentaire ». Donc, c'est dit, c'est une perspective très féministe sur les questions qu'on a abordées ce soir. Les femmes n'ont pas besoin d'être libérées, elles vont s'en charger toutes seules. Il y a plein d'initiatives qui vont dans ce sens-là. C'est une vraie mouvance et comme elles sont effectivement centrales dans ces questions-là, ça nous inspire beaucoup. Je voulais dire aussi que, voilà, pour moi, ce qui ressort un peu de cette discussion, et qui est dans le titre de l'Observatoire, c'est les luttes. Enfin, on ne va pas espérer que tout va s'arranger. On est en plein milieu des luttes de pouvoir. C'est vraiment les droits fondamentaux, on ne nous les donne pas comme ça, on doit se battre pour les obtenir et il y a encore énormément à faire sur ce plan-là. Voilà, je vais laisser la parole au reste de la salle. Merci.